Ici Maryse Mauger, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 8 mars. Voici le contenu de votre émission pour cette semaine. Le ministère des Transports annonce des investissements pour un réseau routier efficace et sécuritaire dans la région. Le candidat à la chefferie du Parti québécois, Bernard Drainville, de passage dans nos studios. Durant le mois de mars, ensemble, sortons l'épilepsie de l'ombre. Et l'exposition Tout un héritage du Musée de la Gaspésie à Gaspé dans chaque bibliothèque du territoire. En conférence de presse le 3 mars dernier à Bonaventure, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de Montréal, M. Robert Poetti, faisait l'annonce d'investissements totalisant plus de 108 millions de dollars sur le réseau routier de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Je vous présente un résumé de la conférence. On est heureux d'être ici aujourd'hui pour des nouvelles, pour de l'information, pour faire le point sur les investissements du ministère des Transports dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Cette programmation découle de l'annonce que j'ai faite avant-hier, alors que je confirmais des investissements de 4,9 milliards de dollars sur le réseau routier québécois pour les 2 prochaines années. Ces investissements sont importants à plusieurs égards. Ils visent essentiellement à assurer le maintien en bon état du réseau constitué de plus de 30 000 km de chaussées et quelques 9 600 structures, dont 4 300 sur des territoires de municipalités. Il faut souligner d'ailleurs que depuis quelques années, la qualité des chaussées et des structures de ce réseau a connu une amélioration notable, particulièrement dans la région de la Gaspésie. Un montant près de 108,2 millions de dollars sera consacré au réseau routier de la région administrative de la Gaspésie et de la Madeleine. 2 grands critères ont guidé les programmations régionales des travaux qui découlent de ces investissements. Le maintien de la qualité des actifs routiers, dont l'État a été rehaussé au cours des dernières années, et la sécurité routière, qui est une autre priorité. Malgré l'amélioration notable d'un bilan routier, nous devons continuer d'agir sur plusieurs fronts. La Gaspésie est évaluée à 79 % par rapport à la moyenne de la province qui est à 71 % pour ce qui est des infrastructures. Pour l'état de la chaussée, elle est à 85 % par rapport à une moyenne provinciale de 79 %. C'est dire que la qualité et l'état du réseau de la Gaspésie est supérieur à l'ensemble de la province du Québec actuellement. Finalement, 33,6 millions de dollars seront consacrés directement aux chaussées. Ces investissements généreront de nombreuses retombées positives dans la région de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine au cours des 2 prochaines années. 100 chantiers seront actifs sur le territoire. Ils permettront des interventions sur 50 km de chaussées et sur 69 structures, dont 30 structures du réseau municipal. De nombreuses entreprises seront mises à contribution et plus de 650 emplois seront ainsi créés ou maintenus. Voilà donc des investissements structurants et nécessaires qui permettront à la région de compter sur un réseau routier efficace et surtout sécuritaire qui joue pleinement son rôle de soutien au développement économique de la Gaspésie. J'ai le plaisir de recevoir en studio aujourd'hui de la grande visite. Alors, le député dans Marie-Victorin, pour situer les gens, c'est dans le coin de Longueuil. Alors, du Parti québécois, M. Bernard Drainville, bonjour. Bonsoir, Maryse. Ou bonsoir ou bonjour? Oh, ça dépend à Vous êtes quelle diffusé heure. à toute heure du jour, Oui, hein? ça dépend à C'est quelle bien, heure c'est très qu'on visionne. M. Drainville, vous êtes en grande tournée dans notre région. Oui, Ça se passe bien? très bien. Oui? Moi, je me sens bien en Gaspésie. Oui? Oui, sérieux. Je suis venu déjà en septembre dernier. Puis là, j'avais fait tout le tour, toute la péninsule. Puis là, je reviens. J'ai commencé avec la Côte-Nord. J'ai fait Sept-Îles, Havre-Saint-Pierre. Là, j'ai fait Matane, Gaspé. Là, je fais la baie des Chaleurs. Je vais finir avec Rimouski puis Rivière-du-Loup. C'est ma grande tournée de l'Est du Québec. Alors, une grande tournée de séduction parce que vous êtes candidat à la chefferie. Ouais. Bientôt, du 13 au 15 mai, on va aller voter. Alors, pour les gens, du moins, qui sont membres du parti. Puis tout le monde peut être membre. Oui. Tout le monde peut prendre sa carte, 5 $, puis ça te donne le droit d'élire le prochain chef du Parti québécois. Alors, entre-temps, vous passez, vous venez ici, vous parlez des régions beaucoup. Les régions semblent vous intéresser. Est-ce que c'est seulement une image ou c'est vrai, M. Non, c'est Drainville? vrai, c'est vrai. Quand j'étais journaliste, moi, je venais souvent en région, puis on ne me demandait pas d'y aller. C'est moi qui offrais d'y aller parce que je trouve ça important
dans la construction du Québec puis dans l'évolution du Québec qu'on n'oublie jamais à quel point les régions sont importantes. Puis moi, je ne vois pas construire un Québec juste autour des grandes villes ou juste autour de l'axe Montréal-Québec. Moi, je pense que c'est très important que quelqu'un qui veut devenir chef du Parti québécois vienne en région, vienne s'informer de ce qui se passe, vienne comprendre la réalité des gens. Si tu veux être capable après ça d'apporter des solutions, si tu veux être capable d'avoir un bon jugement quand arrivent des questions qui sont parfois difficiles à trancher, si tu es capable de bien comprendre la réalité des gens des régions, je pense que tu vas prendre des meilleures décisions, puis tu vas surtout prendre des décisions qui vont être dans le respect des intérêts des gens de la Gaspésie, mettons, ou du Bas-Saint-Laurent. Je vous donne un exemple. Oui. L'été passé, tout le monde chialait contre l'éolien. Hein, la CAQ disait l'éolien, ils sont responsables de la hausse des tarifs. Hydro-Québec était entré dans le jeu, il émettait des communiqués, puis il disait, oui, c'est ça, c'est la faute de l'éolien. Puis les libéraux ne disaient rien, tellement qu'on se demandait, ils sont en train d'annuler l'appel d'offres pour qu'ils ont annoncé récemment, le 450 MW, dont 300 pour Gaspésie-Bas-Saint-Laurent. Puis moi, voyant ça, je suis arrivé, j'avais fait le tour de la Gaspésie, je suis arrivé à Rimouski, puis j'ai appelé un point de presse avec les 2 députés du coin, Rimouski-Matane, puis j'ai pris la défense de l'éolien, puis j'ai dit, il faut que l'appel d'offres aille de l'avant parce que l'éolien, c'est bon pour notre sécurité énergétique, c'est une énergie verte, c'est une énergie d'avenir, puis c'est une énergie qui a permis la création d'emplois, puis tu sais, il y a des belles usines qui se sont créées autour de ça, ici notamment. Hein? Et on sent un délaissement un peu. Oui, mais là, le dernier appel d'offres, justement, les libéraux, finalement, sont allés de l'avant. 6,3 cents qui est sorti, là, ça a fait taire les critiques. Et voilà. Tu vois, je n'avais pas de vote à gagner, à Longueuil, moi, à défendre l'éolien, tu comprends? Je comprends. Mais je l'ai fait par conviction, pour répondre à votre question. Je l'ai fait par conviction parce que, justement, j'y crois, puis je sais que c'est bon pour nos régions, en particulier le Bas-Saint-Laurent puis la Gaspésie. Fait que c'est vrai, quand je dis, tu sais, moi, je suis un indépendantiste, je veux que le Québec devienne un pays, puis je dis souvent, ça sert à quoi de vouloir faire un pays si on ne commence pas d'abord par l'habiter? C'est ça, le territoire est vaste, mais quand même, on existe, on est là. Oui, puis vous avez beaucoup à apporter. Vous avez votre potentiel éolien, vous avez votre potentiel récréo-touristique qui peut encore être développé. Tu sais, j'ai appris, là, aujourd'hui même, j'ai appris. Je te donne un exemple. Oui. Non, je vous donne un exemple. J'ai appris qu'autour de Murdochville, il y a un grand potentiel pour la neige, pour le ski en poudreuse, le ski hors piste. Saviez-vous ça, vous? Tu sais, les jeunes qui recherchent le ski un peu d'aventure, le ski extrême, là, il y en a qui sont prêts à payer des fortunes. Là, ils se posent en hélicoptère sur les montagnes et tout ça. Il y a un potentiel en Gaspésie pour ce type d'activité qui peut rapporter des sous, des retombées, amener des gens à venir visiter, dépenser de l'argent et tout ça. Alors, j'ai appris ça. C'est un exemple que je vous donne. Donc, potentiel récréo-touristique, le potentiel maritime qui est toujours là, évidemment. Et voilà. Forestier, tout le reste. Fait que... Non, moi, j'y crois aux régions. Je suis un régionaliste. Oui, parce que vous venez quand même d'une petite municipalité. Bon, ça, c'est bon que vous le notiez. Puis je pense que c'est une des raisons. Moi, j'ai grandi dans une famille. Mon père était cultivateur. Puis le premier grand voyage qu'on a fait en famille, juste avec mes parents. On était 6 enfants, mais j'étais le seul, j'étais le plus vieux. On a fait le tour de la Gaspésie ensemble. Puis pour mes parents, c'était important de nous inculquer cette idée que les régions sont importantes. La Gaspésie, c'est beau, c'est un joyau, il faut s'en occuper. Il y a quelque chose d'un peu magique, d'un peu mythique autour de la Gaspésie. Puis donc, j'ai été élevé sur une terre, une île de 400 habitants. Fait que je sais c'est quoi une communauté qui se serre les coudes pour vivre puis pour survivre, même dans certains cas. Fait que quand j'entends du monde comme le Conseil du patronat qui dit qu'il faudrait fermer d'autres villages en Gaspésie ou dans l'est du Québec, ça me met en maudit. Parce que je trouve d'abord que ça manque de respect pour le monde qui s'accroche à ce territoire-là, puis qui veulent l'habiter, puis qui veulent le développer. Oui, parce qu'il n'y a pas juste les grands centres. Voilà. On ne peut pas tous s'empiler à Montréal. Justement. On va faire quoi, là? Tu sais, voyons donc. Et déraciner des gens non plus, c'est pas... Exactement. On ne veut pas ça. Quand j'étais journaliste, à un moment donné, j'étais parti avec mon microphone, j'étais à la radio à ce moment-là, puis j'étais retourné dans les villages, certains des villages qui avaient été fermés du temps du BAEQ, dont Saint-Jean-de-Cherbourg notamment. J'étais allé voir ce que c'était. J'avais pris le chemin, puis j'étais allé voir. Puis si je me rappelle bien, Saint-Jean-de-Cherbourg, ce qui restait, c'était un cimetière. Puis peut-être... Oui, l'église de l'Abré ou quelque... Oui, tu sais, il restait des...
Des fondations. Alors, des témoignages de cette histoire-là, là, mais tu sais, il n'y avait plus de vie, là. Moi, je trouve ça effrayant ce qui s'est passé dans ces années-là, puis je ne peux pas croire qu'il y a encore du monde aujourd'hui qui pense de même, qui pense que c'est en fermant des villages qu'on va construire le Québec. Mais justement, M. Drainville, nous le vivons maintenant, présentement, avec le gouvernement qui est en place. On se sent abandonné, on veut se faire rayer de la map. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe en ce moment avec Ils sont nous? en train de faire beaucoup de mal aux régions, justement. Ils font du mal aux familles avec les CPE. Ils font du mal à notre système de santé avec les réformes de santé qu'ils font. Là. Ils vont tout centraliser ça à Québec. Si vous pensez que le monde va être mieux soigné en centralisant toutes les décisions à Québec, voyons donc, tout le monde comprend que plus tu es proche du terrain, plus tes centres de décision sont proches des gens que tu soignes, meilleures vont être les décisions parce qu'ils vont être collés sur les besoins des gens. L'austérité qu'ils mettent de l'avant présentement, ça fait mal aux régions. Ils vont détruire les CLD, important pour nos entrepreneurs, nos régions. Surtout ici, oui. Et voilà, les CRÉ, ce qui était une espèce de table où tout le monde se parlait, se réunissait. Oui. Les carrefours jeunesse, c'était bon pour nos jeunes. Les conseils d'administration, les centres de décision dans le domaine scolaire, dans le domaine de la santé, ça ne sera pas bon non plus. Alors, c'est terrible ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de faire mal au Québec, ils sont en train de faire mal à nos régions. Puis ils font ça bien trop vite, ils ne prennent pas le temps de réfléchir. Puis c'est pour ça que moi, dans ma campagne à la direction du PQ, j'ai suggéré, puis je suis le seul à le faire jusqu'à maintenant, j'ai dit on devrait repousser d'1 an l'atteinte du déficit zéro. Je ne dis pas que ce n'est pas important, le déficit zéro, mais prenons le temps au moins de réfléchir un peu avant d'agir, alors qu'actuellement, tout est précipité, tout est garoché, puis ils prennent des mauvaises décisions dont on va prendre du temps à se remettre. Puis savez-vous quoi? Ce qu'ils sont en train de détruire, il va falloir le recréer. C'est justement. Alors, c'est beaucoup plus d'ouvrages pour si un jour... On revient aux affaires. Et voilà. T'empêcheras pas le monde d'une région de s'asseoir autour d'une table pour jaser, puis pour discuter, puis pour décider de ce qu'ils veulent faire de leur région. Fait que ça va en prendre à un moment donné, on n'appellera peut-être pas ça une crée, mais il va falloir recréer ça. Oui. Même chose avec le CLD, dont on a besoin pour les nouvelles entreprises, pour les jeunes entrepreneurs, pour les entreprises qui cherchent de la relève et tout ça. Il va falloir recréer ça. Alors, c'est un peu imbécile comme façon de faire les choses, parce qu'on sait qu'il va falloir revenir à des instruments comme ça de développement collectif, de développement régional. Fait qu'ils sont tous en train de scraper, puis on sait qu'on va être obligé de recommencer. Fait que c'est quoi leur intérêt à faire ça? Franchement, j'ai de la misère à comprendre. J'ai l'impression que pour eux autres, les régions, c'est pas important. Surtout peut-être les régions qui ont voté péquiste. Là. Je vois ça, moi, à Longueuil aussi, dans mon comté, là, sur la Rive-Sud, la Montérégie. J'ai l'impression que ça ne les intéresse pas tellement. Ils se voient au pouvoir pendant encore des années. Ils sont déjà très, très arrogants. Puis... c'est la guerre du pouvoir. Ça a l'air à ça. Alors, c'est sûr que vous, candidat pour la chefferie au Parti québécois, vous visez sûrement le pouvoir un jour. Oui, mais le pouvoir, pas pour le pouvoir. Le pouvoir pour faire des choses. Quand j'étais là, comme ministre, on n'a pas été là longtemps, mais 18 mois, mais on a quand même eu le temps de faire des choses. Moi, j'ai eu le temps de faire adopter 3 projets de loi, un sur les élections à date fixe, un sur le droit de vote des étudiants sur les campus pour permettre à notre jeunesse de s'exprimer. Puis, le 3e projet de loi, qui est bien important, dans la lutte contre la corruption, c'était le nouveau système de financement des partis politiques. J'ai réussi à faire adopter un nouveau système qui limite à 100$ les dons, qui a permis d'éloigner l'argent de la politique, qui a mis fin au système des prête-noms, au système des collecteurs de fonds. Alors, c'est la preuve qu'avec le pouvoir, on peut changer des choses. Mais vous savez, moi, je suis un homme de combat. J'étais journaliste. J'étais là parce que le service public est important pour moi. Je continue mon service public aujourd'hui. OK. Puis je continue à mener mes combats. Puis c'est pas parce que tu n'es pas au pouvoir, c'est pas parce que tu n'es pas au gouvernement que tu ne dois pas mener tes combats. Puis sais-tu quoi? C'est pas parce que tu n'es pas ministre que tu ne peux pas en gagner parfois des combats. Moi, je suis convaincu que cet été, si je n'étais pas sorti pour l'éolien, je ne sais pas si les libéraux n'étaient pas en train de préparer l'annulation de l'appel d'offres. Mais là, ils ont vu qu'il y avait le Parti québécois qui se tenait encore debout pour l'éolien, puis qui était fier de ça, puis qui voulait que ça aille de l'avant. Puis là, ils se sont peut-être dit, ouais, finalement, si on laisse tomber, on laisse le champ libre au Parti québécois, ils ont décidé d'y aller. Alors, c'est la preuve que quand tu mènes tes combats dans le respect de tes valeurs, puis de tes convictions, puis tu ne te laisses pas trop déranger par la critique, tu gagnes des fois. Et en terminant, pourquoi les Gaspésiens vous feraient confiance? Parce que je vais être avec eux. Je vais être avec eux. Ils vont pouvoir compter sur moi. Si les gens cherchent quelqu'un, les gens de la Gaspésie cherchent quelqu'un qui va défendre leur région, qui va travailler avec eux pour construire leur région, qui va les écouter, qui va les entendre, quelqu'un qui les respecte, puis qui pense qu'ils sont importants pour l'avenir du Québec.
Si vous voulez quelqu'un qui va travailler avec vous pour défendre puis renforcer les régions, je suis votre homme. Alors, merci beaucoup. Puis c'est sincère. Oui. C'est sincère. Alors, je vous le si dis, vous le c'est dites- sincère. Ceux qui travaillent avec moi vous le diront, c'est pas fauné ballonné, mon affaire. Je suis pas parfait, j'ai bien des défauts. Mais je vous le dis, je suis pour les régions, puis je vais travailler avec elles, dont la région de la Gaspésie. Merci beaucoup de votre passage. Merci pour l'invitation. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Bien, vous êtes le bienvenu, M. Drainville. Ben, c'est gentil. Je note ça et on se reverra à un moment donné. Peut-être comme chef du PQ, on ne sait Ah, jamais. on ne sait jamais. D'ailleurs, que les gens aillent voter. Prenez votre carte, 5 piastres. Allez voter. Si vous avez le temps. Mais merci beaucoup. Merci. Le mois de mars, c'est le mois pour nous sensibiliser à l'épilepsie. Il existe ici une association qui se nomme Épilepsie Gaspésie Sud, située à Passepébiac, qui propose des activités pour supporter les gens atteints. Alors, pour en savoir davantage, allons rejoindre la coordonnatrice, Mme Diane Horte, en compagnie de son assistante, Alexandra Gallagher. Alors, ici à Épilepsie Gaspésie Sud, une association. Alors, on peut parler un peu de la mission avant d'entrer dans les détails de l'épilepsie. Bien, la mission, c'est vraiment de démystifier l'épilepsie. On sait qu'il y a encore quand même des tabous, des peurs associées à l'épilepsie. Et vraiment, nos activités s'orientent vraiment par démystifier l'épilepsie auprès de la population en général. Puis là, vous allez être actif sur le terrain Oui, durant c'est tout ça, le durant mois. tout le mois. Puis pour informer aussi les gens, qu'est-ce que l'épilepsie? Oui, c'est ben, quoi l'épilepsie? L'épilepsie, c'est pas une maladie, c'est un état. OK. C'est un trouble neurologique. Et les crises d'épilepsie proviennent d'une suractivité des cellules au niveau du cerveau. Ce qui fait qu'il y a différentes manifestations, des changements au niveau des émotions, ce qui fait qu'il y a différents types de crises d'épilepsie qui existent. C'est encore tabou, Mme Horte, l'épilepsie? Oui, c'est encore tabou. Oui. Il y a encore beaucoup de peurs associées à Oui. comment faire, comment on peut réagir. Puis les gens, des fois, sont comme mal à l'aise, fait qu'ils n'osent pas intervenir ou bien qu'ils vont être portés à laisser la personne, à l'isoler, de ne pas être amis avec. À l'école, on voit beaucoup ça, même de l'intimidation aussi, là, on en voit aussi. Donc, c'est important de savoir quoi faire quand la personne, on va dire qu'elle fait une crise convulsive, de mettre quelque chose de mou en dessous de sa tête parce qu'elle peut tomber. Pour OK. pas qu'elle se Alors, laisse. on met quelque chose de mou. De mou. Si on a un chandail, avec mou, une veste, oui. quelque chose. Si elle a quelque chose de serré, on desserre tout ce qui pourrait OK. être serré. De mettre la personne sur le côté, parce que c'est sûr quand la personne a une convulsion, des fois, il y a des sécrétions qui vont suivre, puis qu'il ne faut pas que ça va dans les poumons non plus. On ne peut pas s'étouffer. Oui, quelque c'est chose ça. comme C'est pour ça que c'est important OK. de la mettre sur le côté Sur le après. côté, Ouais, important. Alors. puis d'envoyer, de dire aux tasser gens un peu. de s'éloigner un peu pour laisser la personne respirer. Là. Habituellement, la crise, ça passe bien. Ouais. Mais c'est sûr que si la personne n'est pas médicamentée, puis on ne sait pas si la personne est médicamentée ou pas, là, Oui. fait que c'est important d'appeler une ambulance. OK. Parce que des fois, il arrive qu'une deuxième crise s'ensuive ou que la personne est diabétique, a d'autres problèmes de santé. Donc, c'est important aussi d'appeler l'ambulance dans des situations où on ne sait pas quoi faire. Là. Est-ce qu'on peut revenir aux causes? Est-ce qu'on les sait, les causes? Les causes, dans 60 des cas, il n'y a pas de cause vraiment connue. OK. Les principales causes, c'est les tumeurs au cerveau, les traumatismes crâniens, même les risques d'un AVC. Tout ce qui peut endommager le cerveau. Une crise de cœur peut amener la personne à avoir moins d'oxygène au cerveau. Les maladies dégénératives comme les maladies d'Alzheimer. OK. Fait que ça, c'est des causes possibles qui peuvent arriver que la personne puisse éventuellement faire des crises. Ça peut arriver à tout âge aussi. Tout âge aussi, hein, même jeune, ça peut arriver aussi. Mais ceux-là qui ont des crises jeunes, Oui. à l'adolescence, la plupart n'en feront plus. Là. OK. Ça part Ah oui? à l'adolescence, oui. OK. Est-ce que ça se soigne bien quand même? Bien, les personnes Où on est rendu avec ça? Oui, avec la médication, c'est sûr que les personnes, quand même, là, ils réussissent quand même à avoir une bonne hygiène de vie, puis Qualité de vie, à bien oui. fonctionner, puis à avoir un travail. Mais il reste quand même qu'il y a des personnes qui arrivent à être moins bien contrôlées par la médication. Donc, c'est plus difficile encore aux personnes. Et ici, qu'est-ce que vous pouvez apporter à ces gens-là comme soutien? C'est quoi? sûr qu'on fait de l'écoute active, on supporte beaucoup la personne, même au niveau des démarches, au niveau des employeurs, s'il y a des personnes qui ne comprennent pas, on a des brochures qui peuvent expliquer c'est quoi l'épilepsie, puis comment s'y prendre aussi là, pour bien expliquer leur état.
Parce que des fois, c'est pas toujours facile de le dire à l'employeur quand la personne vient de le savoir. Puis des fois, l'employeur peut être réticent d'embaucher ou même de le savoir, ça peut être un choc. Là. Fait que c'est important quand même que, même si tout le monde ne le sait pas, les principales personnes alentour, c'est important qu'ils le sachent. Puis les personnes significatives, même à l'école, c'est important pour qu'ils puissent mieux intervenir puis que l'enfant ait des services aussi, là, s'il en a besoin à l'école, parce qu'il peut avoir d'autres problématiques aussi avec ça, comme des troubles d'apprentissage. Donc, c'est important d'être bien informé. C'est important. Puis là, ce mois-ci, vous allez entrer en action. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup d'activités. Oui. On a notre 10e anniversaire de déjeuner bénéfice qui va se tenir au centre communautaire de Saint-Pédis. C'est ça. Ça va être notre 10e depuis le 20 mars 2005. On invite la population à venir pour notre 10e déjeuner. 15 mars. 15 mars au centre communautaire de Saint-Pédis, 9h à 1h. Les billets sont 5 $ pour les adultes exceptionnellement cette année. C'est pas cher. Oui, 3 piastres pour les enfants de 12 ans et moins. Fait qu'on invite la population à participer. Alors, un bon déjeuner, une bonne cause, on rencontre du monde, on sociabilise. Puis même s'il fait froid, venez en grand nombre. Bon, on espère que le 15 mars, on va se réchauffer un peu. Nous allons poursuivre l'entrevue avec Alexandra Gallagher, qui est ici en soutien technique et pour la promotion. Bonjour. Bonjour. Alors, tu vas nous parler de sensibilisation, bien sûr, dans les écoles. Ça, c'est ton rôle ici pour sensibiliser les gens à l'épilepsie, bien sûr. Oui. Donc, en effet, c'est ça. La sensibilisation, en fait, ça fait partie de la mission de notre organisme ici. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis sur pied des ateliers qui visent vraiment les jeunes. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher les jeunes le plus tôt possible, puis les sensibiliser à l'épilepsie. C'est bien. Donc là, les ateliers, c'est principalement dans les milieux scolaires. Puis le but, c'est vraiment d'aller informer puis sensibiliser les jeunes à l'épilepsie. Donc, quand que je parle ici des informer, c'est vraiment aller leur donner des connaissances sur c'est quoi l'épilepsie, comment on va intervenir avec des personnes épileptiques en crise, par exemple. Puis, au bout de la ligne, ça va vraiment permettre à aller éliminer là, les préjugés que les gens ont souvent sur l'épilepsie. Présentement, on vise les écoles là, du territoire là, de Percé à Matapédia, en fait, le territoire qu'on couvre ici, l'organisme. Puis on approche les écoles, puis on essaie là, de sensibiliser le plus de gens possible. Donc, ça va vraiment avec la disponibilité souvent des écoles par rapport à ça. Donc, moi, c'est important aussi de souligner que ces ateliers-là sont vraiment là, en fonction de la catégorie d'âge des jeunes. Donc, c'est sûr qu'on n'ira pas présenter le même contenu à un élève de maternelle qu'à un élève de 4e année. C'est sûr. Ça va faire que, en fait, ça va faciliter leur compréhension de l'épilepsie. Donc, je parle des milieux scolaires, mais aussi dans les garderies. Donc, on a du contenu adapté pour les garderies. Alors, vous allez, assez tôt. Oui, primaire et secondaire, en fait. Fait que, vraiment, là, ça varie, là, le contenu varie vraiment là, en fonction de la catégorie d'âge du jeune. Oui. Et je remarque que vous êtes habillés en lavande, mesdames. C'est le thème, il va y avoir une journée lavande, alors le 26 mars. Oui. Donc, la journée lavande, c'est quoi? En fait, c'est une journée qui a lieu à tous les années, à tous les 26 mars. Puis, en fait, c'est vraiment pour sensibiliser la population à l'épilepsie. Donc, comment c'est apparu cette journée-là? En fait, c'est la petite Cassidy Megan, qui elle était âgée de 9 ans à l'époque. Elle était originaire de la Nouvelle-Écosse. Elle, en fait, elle était atteinte de l'épilepsie. Puis, elle n'osait pas trop en parler à ses camarades de classe, à ses amis, tout simplement parce qu'elle avait peur de faire face aux préjugés. Elle avait peur de faire rire d'elle. Puis, cette jeune-là, ce qu'elle a décidé, c'est qu'une journée, une fois dans l'année, il y aurait une journée qui permettrait là, aux gens de montrer leur soutien aux personnes atteintes d'épilepsie. Donc, elle a décidé de nommer cette journée-là la journée lavande, tout simplement parce que la couleur lavande, en fait, c'est la couleur associée à l'épilepsie. Ça, dans le fond, ça vient auparavant, là, on utilisait la lavande comme traitement thérapeutique pour l'épilepsie. Donc, ça vient de là. Nous, ici, à Épilepsie Gaspésie-Sud, ce qu'on va faire cette année pour souligner la journée lavande, en fait, on va passer là, dans les milieux scolaires, dans les organismes, dans les commerces, pour distribuer un petit ruban, là, comme ça ici, de couleur lavande, pour donner aux gens pour qu'ils puissent en fait montrer leur soutien à la cause.
Une version intégrale de l'entretien vous est présentée à l'entrevue de la semaine. Restez sur nos ondes. Maintenant, le Musée de la Gaspésie de Gaspé vous propose l'exposition « Tout un héritage ». Cette exposition, qui se tient dans les vitrines de quelques bibliothèques participantes, est composée d'objets et de pièces de collection personnelle du patrimoine local et régional. La première exposition que le musée vous présente est celle présentée à la Bibliothèque de Bonaventure. Écoutons ce qui suit. En septembre 2014, nous avons demandé à la population d'explorer leurs greniers, leurs sous-sols et leurs garages à la recherche de documents anciens, rares et importants pour l'histoire de la Gaspésie. Voici les découvertes que nous avons faites dans la MRC de Bonaventure. Ces documents nous ont été prêtés par Mme Gertrude Whittom de Rivière-au-Renard. Elle les avait reçus de sa mère, Catherine Prévost, qui avait été maîtresse d'école à Passepébiac. Il s'agit de diplômes d'enseignement, de cahiers de devoirs et de catéchisme des années 1930. Ce qui est spécial dans le cas de Mme Prévost, c'est qu'elle va tomber amoureuse d'un de ses anciens élèves, Louis-Philippe Whittom. D'ailleurs, les objets exposés dans la vitrine sont des cadeaux qu'ils ont reçus lors de leur mariage. Cette vitrine nous raconte donc une belle histoire d'amour, mais c'est aussi un hommage aux gens qui œuvraient dans l'enseignement en Gaspésie. Sylvio Gauthier est un collectionneur originaire de Bonaventure. Pour cette exposition, il nous a prêté un très beau livre d'art édité à seulement 50 exemplaires. On y trouve des poèmes de poètes québécois tels que Clémence Desrochers, Félix Leclerc et Gilles Vigneault, mais aussi des œuvres de deux artistes originaires de Bonaventure, le photographe Louis Forêt et la poétesse Françoise Bugeaud. En plus de son travail de poète, Françoise Bugeaud était aussi peintre et graveuse. Elle a aussi enseigné les arts visuels aux enfants du Centre d'art de Percé ainsi qu'aux enfants Micmac de la réserve de Guescapéguag. D'ailleurs, la bibliothèque de Bonaventure, où va être exposée cette pièce, porte le nom de Françoise Bugeaud. Ces objets nous ont été prêtés par Nicole Cyr de Caplan. On y trouve tout d'abord un appareil photographique appelé le Brownie numéro 2. C'est un appareil qui était fabriqué par la compagnie Kodak au début du 20e siècle. C'est un appareil qui a été très populaire à cette époque. Il coûtait pas cher, puis en plus il était facile à utiliser. C'est à cette époque qu'on a vu naître les albums de famille. Comme beaucoup de gens à l'époque, la famille Cyr utilise cet appareil pour immortaliser les petits moments de la vie quotidienne. On a des images de leur voyage, du retour de la chasse, puis aussi des enfants qui jouent dehors. Ces objets nous rappellent donc à la fois l'histoire de la photographie, mais aussi la façon dont les gens vivaient à l'époque en Gaspésie. Pendant toute l'année 2015, ces documents et ces objets seront exposés dans les bibliothèques publiques de la Gaspésie. Rendez-vous aux bibliothèques de Passepébiac, Bonaventure et Caplan pour découvrir ces petits trésors de notre histoire familiale, locale et régionale. À la chronique agenda cette semaine, on vous invite à une soirée bénéfice au centre de plein air La Souche de Gascon. Alors, souper de moules et frites avec une soirée dansante des Dalton et vous avez un service de bar. C'est samedi le 14 mars dès 17h. Le coût du billet est de 15 $ avec le souper et la soirée inclus. Alors, venez vous amuser avec les Dalton. Pour plus d'informations, vous pouvez appeler directement à La Souche au 581-351-1013. Maintenant, la réunion mensuelle du Conseil des Chevaliers de Colomb de Caplan se tiendra le lundi 16 mars à 19h30 au local des Chevaliers de Colomb à la salle communautaire de Caplan, derrière l'église. Alors, frères chevaliers, venez en grand nombre car la population a besoin de vos bonnes actions dans le but de répondre positivement aux nombreux besoins de la population, toujours de plus en plus accentués.
Et je termine avec l'Assemblée générale annuelle du Centre de plein air Mélésière, lundi le 9 mars à 19 h à la salle municipale de Caplan. Alors voilà, bienvenue à tous. Ceci complète l'émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.